On démarre avec le premier sujet, c'est l'allocution du président Emmanuel Macron ce soir. Quelques éléments d'explication en images. Il n'avait pas pris la parole depuis cet été. Dans une allocution solennelle, Emmanuel Macron va une nouvelle fois s'exprimer devant les Français ce soir à 20h. Le chef de l'État veut reprendre la main sur l'actualité politique. Il sera donc question de l'épidémie de coronavirus, mais surtout d'économie. Tous les indicateurs sont dans le vert. Il ne va donc pas se priver de s'en faire l'écho, notamment sur le chômage, qui n'avait jamais atteint un tel niveau depuis bien longtemps, n'en déplaise à ses détracteurs. Alors pendant la vidéo, Yohann Gillet était en train de dire que ce n'était pas vrai, que le chômage n'avait pas baissé, ou en tout cas au niveau depuis quelques années. Emmanuel Macron a été élu. Vous, du coup, le débat. Emmanuel Macron a été élu avec 6,5 millions de chômeurs, et il y a toujours 6,5 millions de chômeurs aujourd'hui. Voilà la réalité. Bon, enfin, il y a une crise sanitaire au milieu quand même. D'accord, mais pourquoi? Alors dans ce cas-là, il dit, et son gouvernement dit, que le chômage a baissé. C'est faux. Tout simplement, les chômeurs sont passés d'une catégorie à une autre. D'autres chômeurs ont été radiés. Non, elle n'existe pas. Ça veut dire qu'il faut regarder les statistiques, il faut les éplucher et il faut les analyser. Il y a des catégories de chômeurs et ils sont passés d'une catégorie à une autre. Et certains, d'ailleurs, ont été également radiés. Donc le fait est que toute catégorie confondue, c'est 6,5 millions de chômeurs. Partagé la réflexion de Yohann Gillet. Sur le chômage, je ne sais pas, j'ai entendu monsieur Gillet quelques minutes avant qui voulait supprimer l'aide médicale d'État, qui voulait... qui est bien de droite en réalité, qui refuse à ce qu'on puisse soigner tout le monde en France. Ça, et là, je crois qu'aujourd'hui, la question à laquelle on est, c'est la question sociale qui est centrale. C'est ça que vous attendez ce soir, Hugo, de la prise de parole du président Macron? C'est une forme de monarchie présidentielle, on peut difficilement attendre grand-chose. Mais aujourd'hui, on a des marchés financiers qui vont très bien, qui se portent bien, avec une augmentation des profits comme jamais. Et dans le même temps, les salaires restent extrêmement stables, avec une augmentation des prix massifs, des coûts de l'énergie. Et c'est là-dessus où il faut agir concrètement. Alors, monsieur Gillet dit qu'il soutient l'idée qu'il faille supprimer les droits de succession. Moi, je ne crois pas que c'est la question centrale à l'heure actuelle pour les gens. Je n'ai pas dit que c'était la question centrale. Pour autant, pour l'augmentation des salaires, vous voyez, Marine Le Pen a une proposition très claire. Il y a plusieurs choses sur le pouvoir d'achat, à la fois en activant tout un tas de leviers qui permettent de rendre 200 € par mois aux Français net, notamment en faisant en sorte que l'énergie, ce soit un produit de première nécessité, et en baissant la TVA, ça fait une économie, mais également en augmentant les salaires, comment, sans peser sur les patrons, ça c'est peut-être notre différence entre vous et moi, sans peser sur les patrons, en baissant les charges patronales au profit des salariés. Il va annoncer ça ce soir, Emmanuel Macron, selon vous? Non, Emmanuel Macron, je ne sais pas ce qu'il va annoncer ce soir, honnêtement, je ne sais pas ce qu'il y a à attendre d'Emmanuel Macron. S'il y avait un peu de sincérité, peut-être qu'il avouerait sa gestion désastreuse de la santé. Mais Nicolas, sur la crise. Si on donne la parole à Nicolas, on peut dire quand même aujourd'hui que Emmanuel Macron il a réussi des choses d'un point de vue économique, même si Yohann Gillet considère que tout est à jeter à la poubelle. Je présume que vous considérez qu'il y a des choses qui ont été faites, qui sont intéressantes et qui ont porté leurs fruits. Je pense qu'il faut être équilibré dans son approche. Moi, je ne suis pas un fervent défenseur d'Emmanuel Macron. En revanche, je pense qu'il a été confronté à une période extrêmement difficile. Et je ne sais pas aujourd'hui si quelqu'un d'autre aurait pu faire mieux ou différemment. J'ai du respect pour la fonction présidentielle. Je pense que c'est aussi ça qu'il faut rappeler. On est toujours en train de dénigrer, de défaire, de déconstruire. Mais aujourd'hui, être président de la République française dans les institutions telles qu'elles sont, c'est un rôle compliqué. On est souvent esseulé. D'ailleurs, c'est une question qu'on peut se poser en termes constitutionnels. Bon, voilà. Mais sans vous couper, en fait, on entend vos réactions, mais la crise sanitaire, on a l'impression que dans vos propos, elle n'existe plus. Parce que ce soir, normalement, Emmanuel Macron D'ailleurs, va parler dans le débat d'hier chez les sanitaire. Républicains, ça a choqué parce que personne n'a parlé de la crise sanitaire. C'était pas un des thèmes. Justement, moi, si je pouvais réagir sur la question initiale, ce serait pour dire que j'apprécie quand un président de la République s'adresse directement aux gens. Je pense que c'est un exercice de transparence qui a du sens. En revanche, il faut qu'il y ait du contenu. Et justement, si on parle moins de crise sanitaire, c'est aussi parce qu'on a tous un peu l'impression que ça se relâche. Alors les chiffres disent peut-être l'inverse. Pour l'instant, il y a... Ça augmente doucement. Mais Hugo, pour terminer sur ce débat. Parler de la crise sanitaire, je pense, c'est parler aussi de la question des soignants. On va tout à l'heure parler des questions médicales avec la question du droit à mourir dans la dignité. Mais c'est aussi ces questions-là. Pendant la pandémie, on a beaucoup parlé des jours heureux, de l'après-pandémie. Tout cela a été évacué par le gouvernement qui aujourd'hui débat sur la nécessité ou non de relancer une réforme des retraites.
les questions des droits des soignants, par exemple, aujourd'hui sont complètement oubliées de toutes celles et tous ceux qui étaient en première ligne. Il y a eu des annonces, la semaine dernière, avec le Ségur de la santé, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas des millions, même voire des milliards que pour l'Occitanie, qui ont été mis sur la table. Je crois que les soignants et leurs syndicats n'étaient pas très satisfaits des annonces la semaine dernière. On aura l'occasion d'en reparler. Allez, on passe au deuxième sujet de ce soir. Alors, est-ce que, comme à Cologne, en Allemagne, est-ce qu'on est favorable aujourd'hui, en France, à l'appel de la prière des musulmans via des haut-parleurs, les enjeux en images? En Allemagne, la maire de Cologne a autorisé via des haut-parleurs les appels à la prière dans les mosquées, une initiative définie comme une marque de respect pour la communauté musulmane de la ville. Le débat fait rage dans le pays et même en Europe. Pourtant, si cette annonce fait réagir à l'international, Cologne n'est pas la première ville allemande à accorder ce droit aux musulmans. La première autorisation date de 1985. Alors, pourquoi une polémique maintenant ? Nicolas, quel est votre point de vue sur la polémique du moment, puisque donc sur cette ville allemande, on va autoriser par haut-parleur l'appel à la prière. Déjà, est-ce que vous y êtes favorable, défavorable, et est-ce qu'on peut imaginer demain que ça puisse exister en France ? Personnellement, j'y suis défavorable parce que j'ai une conception de la laïcité qui fait que pour moi, dans l'espace public, la neutralité doit prévaloir. C'est ce qui nous différencie des Allemands ? Peut-être, je ne connais pas suffisamment le système allemand, sincèrement. Ou la culture allemande en tout cas, par rapport pour aux pouvoir religions. Juger. Ce qui est certain, c'est que, à mon sens, en tout cas, j'ai jamais vu de demande dans ce sens-là. C'est pas un sujet dans le pays. Mais c'est en Europe quand même. C'est en Europe, mais ce que je veux dire par là, c'est que la question de la laïcité, de notre rapport aux religions, est souvent utilisée comme un outil de manipulation, sachant que les sujets identitaires nous crispent et qu'ils sont au cœur du débat, puisqu'on donne toute la journée dans les médias la parole à quelqu'un qui ne parle que de ça. Hugo, quel est votre point de vue sur le sujet ? C'est une question que pas grand monde se pose. Bon, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui vont découvrir cette affaire de Cologne ce soir en voyant ça. On en a parlé dans les médias quand même. On en a un petit peu parlé, mais en France... Et pas que sur CNews. En France, je ne crois pas qu'à l'heure actuelle, ça soit une question qui soit mais posée. Vous, personnellement, vous y êtes favorable ou défavorable ? Je crois qu'aujourd'hui, la question ne se pose pas. Donc, je ne vais pas dire que je suis favorable, je serai défavorable. Moi, je crois que la laïcité, c'est le fait de croire ou de ne pas croire. C'est la liberté de conscience. Et dans l'espace public... Et de respecter aussi ceux qui croient. Et se respecter, évidemment, ceux qui croient. Et je ne suis pas d'accord avec Nicolas. Dans l'espace public, on a droit de porter des signes religieux. C'est autorisé. C'est la laïcité en France. Ensuite, vraiment, je pense que ce n'est pas une demande de la part des musulmans aujourd'hui. C'est pas une question qui est posée à l'heure actuelle. En France. En France. Yoann Gillet, votre point de vue sur la question. Vous vous doutez bien que je suis contre, mais en revanche, que ça ne se pose pas en France... On était prêts à toutes les surprises ce soir. Non, mais en France, je ne suis pas sûr que ça ne puisse pas arriver, voyez-vous, parce qu'aujourd'hui, on est ici à Nîmes, des prières de rue, il y en a à Nîmes. Ah oui. Donc, je pense que... Où ça À Pisevin-Val-de-Gour. À Pisevin-Val-de-Gour, au moment du Ramadan, dans la rue, il y a les prières de rue. Voilà, on ira ensemble si vous voulez, Coralie. Pourquoi, il y a pas moi, je pense que dans la mosquée, peut-être ? Oui, parce qu'il n'y a pas assez de place dans la mosquée. Mais moi, je pense que ces questions-là, il faut se les poser et qu'il ne faut pas avoir peur. La laïcité, elle s'applique en France, et je pense aussi qu'il ne faut pas oublier l'histoire de notre pays, son identité, et que voilà, la religion, c'est dans la sphère privée. Je pense que tout bon croyant de quelque religion vous pouvez vous couper, si vous n'êtes pas d'accord, exprimez votre point de vue. Je suis gêné parce que même si on semble partager la base du point de vue, on ne la partage pas, j'ai l'impression, pour les mêmes raisons. C'est ça qui me dérange. C'est-à-dire que j'ai l'impression, à vous entendre, que vous êtes obnubilé par la question de l'islam. J'ai l'impression aussi qu'au Rassemblement National, et en particulier à Beaucaire, la laïcité, c'est quand ça vous arrange, en fait. Non. Puisque on met en place des crèches dans un lieu public, et on l'assume, institutionnel, et on l'assume. Et d'un autre côté, on expose une crèche provençale, oui. Oui, mais moi, en tant que laïc... C'est pas illogique dans une ville qui est aux portes de la Provence. Sincèrement, ça me pose problème, parce que du coup, c'est une laïcité à géométrie variable. Mais si vous préférez renier l'identité et l'histoire du pays, que demain on applique la charia, qu'on autorise l'excision, pourquoi pas. L'identité, c'est pas ça. Je crois qu'on va un peu loin là. À un moment donné, je pense que les fêtes de Noël, les Français y sont attachés, qu'ils soient franco-français ou qu'ils soient d'origine étrangère. D'ailleurs, il y a la des crèche provençale qui mettent le sapin. Oui, tout
à fait. Et la crèche provençale de Noël à Beaucaire, et je vous enverrai une invitation pour son inauguration cette année d'ailleurs, eh bien, vous verrez qu'il y a beaucoup de musulmans qui viennent visiter cette crèche et qui se prennent en photo devant parce qu'ils sont fiers de cette crèche. Et ce sont les premiers à Beaucaire à nous dire surtout continuer à exposer cette crèche. Au sujet, on a eu des commentaires cet après-midi quand on a mis la vidéo en ligne, notamment sur les réseaux sociaux, et un des lecteurs interroge en disant pourquoi on serait contre cet appel à la prière avec des haut-parleurs, puisque on fait sonner les cloches dans les églises et que tout le monde les entend. Est-ce qu'on y voit une différence, Hugo ? Aujourd'hui, on parle d'identité. Monsieur Gillet parle d'identité et il a une vision très restrictive de l'identité. Car je veux revenir sur la loi. Dans une période de grande tension où les gens s'affrontent avec des polémistes condamnés pour injures, incitation à la haine, qui sont à longueur d'antenne présents, on doit revenir à la loi. Et la loi, aujourd'hui, elle protège et c'est le cadre républicain dans lequel on évolue. Donc Monsieur Gillet a tort de soutenir la crèche à Beaucaire puisque la loi n'est pas de son côté et on a besoin de s'y référer. Ensuite, est-ce qu'aujourd'hui, on va installer des minares ? Mais je redis, la question ne se pose pas aujourd'hui. Ça, c'était en Allemagne, c'est un autre contexte, un autre pays. Mais c'est une autre histoire. La même chose. Pourquoi ? Parce que ça nous met mal à l'aise ? Non, mais attendez, la question ça ne met pas mal à l'aise du tout. Vous dites que la question ne se pose pas. Il y a quelques années, on se disait que la question ne se posait pas des horaires réservés aux femmes dans les piscines. Et aujourd'hui, c'est le cas. Voilà. Donc, il ne faut pas dire que c'est un émosa. Non, mais je ne vous parle pas d'une piscine en particulier. Je vous dis qu'en France, jamais en particulier avec vous. En France, il y a des demandes récurrentes qui, heureusement, dans une grande partie des cas, ce n'est pas accepté et les municipalités ou les intercos n'acceptent pas ces demandes, mais il y a une demande qui est récurrente. C'est comme les repas, mais partout en France, et c'est comme les repas... Partout, c'est un peu nulle part. C'est comme le repas halal dans les cantines, où il y a de la demande. Voilà, il ne faut pas céder. Il ne faut pas céder à toutes ces demandes. On a compris ce soir, en tout cas, sur le débat qui nous anime, vous étiez plutôt contre l'idée, pour des questions en particulier liées à la laïcité. Sauf peut-être Hugo qui considère que la question ne se pose pas. Voilà. C'est bon, j'ai bien résumé. Par contre, la question de la hausse des tarifs de l'énergie, celle-là, elle est posée. On aura l'occasion d'en reparler. Allez, on termine. Hier soir, sur TF1, un téléfilm évoquait une nouvelle fois le sujet de la fin de vie. Alors, est-ce que vous souhaitez choisir le jour de votre décès ? Pour bien comprendre, voici quelques explications en images. Hier soir, TF1 diffusait la dernière partie, un film directement inspiré des relations de l'humoriste Franck Dubosc avec son père en fin de vie. L'euthanasie, un sujet si sensible, est au cœur des enjeux des sociétés modernes. La Nouvelle-Zélande vient de faire un grand pas en avant. Depuis ce lundi 8 novembre, la législation d'aide à la mort est entrée en vigueur. La nouvelle loi permet aux patients en phase terminale de demander à leur médecin de mettre un terme à leur vie sans tomber dans l'illégalité. Mourir dans la dignité en France, c'est pour quand ? Monsieur Gillet, c'est pour quand ? Je pense que la loi actuelle en France permet déjà et encadre les choses de manière raisonnée. Ce sujet, je pense qu'il faut le prendre sereinement parce qu'il y a l'aspect personnel et puis il y a l'intérêt général. Je pense qu'il faut débattre de ce sujet de manière très calme parce que si vous me posez à moi la question est-ce que si un jour il m'arrivait quelque chose je souhaiterais choisir le jour de ma mort, je vous répondrais évidemment oui. Et je comprends tous ces Français qui sont confrontés à la douleur de voir des proches qui souffrent et qui envisagent de mettre fin à leur vie. Pour répondre directement, est-ce que la loi Leonetti aujourd'hui est suffisante ? Je pense qu'elle est suffisante, mais j'ai peur d'une probable future loi qui pourrait permettre des abus. Voilà ce qui me fait peur. Mais est-ce que c'est pas hypocrite finalement, Nicolas par exemple, parce que si on ne le fait pas en France, est-ce que les gens vont pas finalement aller dans d'autres pays et notamment d'autres pays européens ? Nicolas, qu'est-ce que vous en pensez ? Je suis d'accord avec ça, dans le sens où de quoi on parle ? On parle de souffrance. C'est-à-dire qu'on parle de gens qui non seulement sont malades, sont peinés par leur maladie, mais en plus se retrouvent seuls face à leurs problèmes, sans solution et sans accompagnement en fait. Et c'est bien de ça dont on parle. À partir de là, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas beaucoup avancé et surtout, là où M. Gillet a raison, il faut le reconnaître, c'est que c'est un sujet très délicat qui croise à la fois des questions très personnelles et intimes et un enjeu collectif. Quelles règles on se fixe pour notamment le consentement ? Quelqu'un qui était comme Vincent Lambert dans le coma,
qui est apte et légitime à prendre la décision autour de lui de sa fin de vie. Et ça, c'est une vraie question qu'il faut encadrer. Donc moi, c'est la position collectivement qu'on prend au Parti Socialiste. Mais est-ce que vous êtes pour une évolution, pour qu'on comprenne bien? Est-ce que vous souhaitez faire je évoluer les choses, ou est-ce qu'aujourd'hui vous souhaitez qu'en l'état, il y a suffisamment de dispositifs qui sont présents pour qu'on puisse régler l'ensemble des difficultés, des situations dans lesquelles on peut se retrouver? Non, je suis effectivement pour une évolution, parce qu'il me semble qu'on doit mieux accompagner les gens qui sont face à ces sujets-là. C'est pas la position de Yohann Gillet, même si vous disiez que c'était une décision très personnelle. Oui, disons que moi je suis un peu... comment dire? Entre deux? Entre deux, parce que oui, voilà... je comprends tout à fait les personnes qui veulent mettre fin à leur vie ou à celle d'un proche, mais je suis gêné. Je comprends par exemple très bien l'action de l'AD-MD, d'ailleurs dont le président est un proche de votre président, enfin de votre candidate, pardon. Mais vous voyez... Pour autant, je comprends leur combat, mais je suis inquiet des dérives qu'il pourrait y avoir. Je pense qu'effectivement, qui prend la décision au final, c'est ça qui m'inquiète. Et le fait que ce soit plutôt la communauté médicale qui prenne la décision finale, moi, me rassure. Oui, mais il y a la communauté médicale, mais il y a quand même un avis éclairé. C'est ça le problème de la fin de vie. C'est qu'aujourd'hui, c'est par sédation. Il faudrait que c'était le problème de Vincent Lambert, c'est que lui n'a pas pu dire en fait qu'il voulait arrêter. Il y a eu une bataille entre sa famille et les parents et sa femme. C'est pas la communauté médicale qui se réveille et qui prend cette décision. Non, mais la communauté médicale donne un avis purement médical et scientifique. En réponse, sur l'état de santé du patient. Voilà. Hugo, vous aviez envie d'intervenir sur ce sujet. Je le sens depuis quelques secondes. C'est une question d'humanité extrêmement compliquée. En préparant l'émission, j'étais à la fac cet après-midi avec des amis, on en a parlé et on a tous des expériences qui relèvent de l'intime du personnel qui touchent à ces questions-là et je pense que tout ça nous appelle à avoir un débat dépassionné au-delà pour le coup, au-delà des bords politiques, car je crois qu'au sein même des organisations politiques, il peut y avoir des fois des débats. Mais ce qui est important, moi je suis favorable au droit à mourir dans la dignité, mais je crois qu'il faut aussi des conditions fortes. Il faut notamment que cela soit complètement hors du monde financier, c'est-à-dire la mort ne doit jamais être une thérapeutique et ça doit être une solution parmi d'autres et on ne doit pas poser la question financière. La question d'humanité se pose aussi quand on voit comment on traite nos aînés aujourd'hui dans les EHPAD, mais aussi dans les soins palliatifs, dans les hôpitaux, avec des soignants qui sont dans des situations extrêmement difficiles dans leur travail et qui par conséquent ne peuvent pas soigner, ne peuvent pas s'occuper dignement des personnes âgées. Et donc là aussi, nous avons besoin de plus de moyens et cette question du droit à mourir dans la dignité pose aussi ces autres questions. Et c'est pas possible aujourd'hui qu'il y ait des gens qui soient obligés de quitter la France pour pouvoir aller mourir et je crois qu'on doit poser toutes ces questions d'humanité de manière dépassionnée mais pour avancer collectivement et je crois qu'on est collectivement prêt. Donc vous êtes favorable vous aussi à ce qu'on aille un peu plus loin? Oui. Pour terminer, Nicolas, vous vouliez rajouter un dernier mot? Ouais, qui me semble important, c'est dans la continuité de ce que dit Hugo, la nécessité de prendre en charge publiquement l'accompagnement des personnes qui voudraient se donner la mort. Et c'est ça le sujet crucial en fait, c'est d'avoir une possibilité d'être accompagné dans ce processus qui est un processus extrêmement délicat. Merci beaucoup à tous d'avoir participé à ces différents débats.